Oui, monsieur. Il y a une façon de bénéficier de la musique de façon créative, effectivement. C'est quoi l'affaire de la musique? Qu'est-ce qu'ils disent sur la musique? Il dit la musique devrait être utilisée pour vous reposer l'esprit. Un peu, faut que je m'attelle, là. Puis si la musique vous surexcite, elle va créer des trous dans votre corps astral, puis automatiquement, vous allez perdre de l'identité au niveau énergétique. Je donne un exemple. Là, je me rappelle, quand j'étais à Saint-Adèle, il y a un jeune qui écoutait la musique, qui aimait bien la musique. Il écoutait toujours de la musique avec un Walkman. Là. Puis là, c'était rendu là, comme une drogue. Là. Puis ma femme, un jour, elle a vu sa mère, puis elle a dit, votre fils, elle dit, s'il continue à écouter la musique comme ça, il va se suicider. Puis il s'est suicidé dans 3 mois. Autrement dit, le trou dans le corps astral était tellement grand qu'éventuellement, il y a eu une perte d'identité au niveau vibratoire, au niveau énergétique, les entités rentrent, puis paf. Fait que c'est la musique, c'est très puissant pour les jeunes. Pourquoi? Parce qu'il dit que ça leur donne une plateforme pour se rebeller. Puis, qu'est-ce que ça fait? Puis il dit, cette plateforme pour se rebeller, il dit, ça fait pas de différenciation entre leur rébellion personnelle à eux autres, puis une rébellion indifférenciée. Fait que c'est comme si, quand ils écoutent de la musique, c'est toujours de la rébellion, il y a toujours une forme de rébellion, je parle surtout les musiques dures, là. Il y a toujours une forme de rébellion, fait qu'ils n'ont pas le temps de se reposer l'esprit. Si tu veux écouter de la musique spécifiquement, qui est spécifique à ta rébellion à toi, à ce moment-là, ben là, il y a une concordance entre la musique, la vibration de la musique, puis ça s'accorde avec ton corps astral. Mais si c'est une musique qui révèle dans toute sa personnalité mondiale, si tu veux, là, à ce moment-là, ça te garde dans une atmosphère de rébellion trop longtemps. Puis les jeunes, le problème avec les jeunes, c'est qu'il vient un temps qu'ils sont en rébellion trop longtemps, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tant qu'ils ne sont pas settlés, tant qu'ils ne passent pas à un autre niveau, tant qu'ils ne rentrent pas dans le travail. Fait que le fait d'être en rébellion trop longtemps, ça affecte leur identité au niveau de la personne. Puis il dit, c'est ça qu'ils ont contre la musique, surtout la musique moderne. Là. Okay. Mais moi, j'ai eu des problèmes avec la musique classique. Oui. À cause que c'était trop émotif, trop dramatique. Mm-hmm. Puis, je sais pas, en même temps, ces musiciens-là, compositeurs, sont considérés comme de grands génies. C'était-tu de grands génies, justement, parce qu'ils étaient perturbés émotivement, puis ça se reflétait dans la musique? Ils disent que pour apprécier la musique classique, ils disent qu'il faut avoir une sensibilité esthétique, pas simplement une sensibilité sonore. Puis aujourd'hui, les jeunes, la sensibilité des jeunes au niveau musical, c'est beaucoup plus une sensibilité sonore qu'une sensibilité esthétique. Puis ça crée une discordance. Mais ça, c'est une affaire d'éducation, c'est une affaire d'éducation, c'est une affaire de culture. Les jeunes aujourd'hui, leur connexion avec la musique, c'est très, très sonore. Tandis que dans le passé, ben, la connexion entre la musique, c'était sonore, mais c'était très, très esthétique aussi. C'est pour ça que ça a créé les grands mouvements romantiques, et ainsi de suite. Fait que c'est une affaire de culture, ça. Mais ça s'ajuste, cette affaire-là. Comme si vous regardez votre situation à vous, ils disent que vous avez une grande sensibilité.
Ils disent que vous avez une sorte de sensibilité qui, des fois, va vous... C'est comme si elle fait mal. OK? Puis ils disent, pour balancer ça, ils disent que faut que vous vous ameniez, au niveau de toutes vos expériences, dans n'importe quel domaine, tendre vers ce qui est beau. Faut que vous tendiez, vous amenez vers ce qui est beau, vers ce qui est relaxant, pour balancer le corps astral. Sans ça, votre sensibilité, elle va devenir, au lieu d'être un avantage, elle peut devenir un désavantage. Rendre ça amusant plutôt que sérieux. Pardon? Rendre ça amusant plutôt que sérieux. Amusant plutôt que sérieux, exactement. Ouais. Il dit, comment est-ce qu'il dit ça? Il m'a dit tellement vite. Il dit, rendre ça amusant au lieu d'être sérieux, parce qu'il dit, le niaiseux, ça le fatigue. Ça vous dit quelque chose, ça? Ce qui est niaiseux, ça le fatigue, ça le fâche, ça le tanne, ça le... Non, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Fait que si vous allez dans l'amusant, ben à ce moment-là, vous ne serez pas pris là, dans cette patente-là. Il dit, lui, avantage de devenir un cheval de course. C'est dans le sens qu'il y a des talents qu'il peut exploiter à grande échelle. Mais il ne faut pas qu'il se laisse trop influencer par l'environnement. Oui? L'esthétisme? Ils disent qu'il y a des niveaux dans l'esthétisme. Il y a l'esthétisme au niveau du mental, il y a l'esthétisme au niveau... Autrement dit, il y a l'esthétisme au niveau de l'esprit, puis il y a l'esthétisme au niveau de l'âme. C'est deux niveaux de vibration différents. Mais ils disent que le problème, dans notre société moderne, surtout après là, des années 50, 60, 70, après les Beatles, là, après la crise des générations, la crise générationnelle, ils disent que le niveau d'esthétisme a chuté parce qu'une grande partie de la population, surtout la jeunesse, est rentrée dans un mode de rébellion avancé. Puis les jeunes sont en voie vers la recherche d'une identité ou de la découverte d'une identité, puis ils se font prendre facilement dans cette chute-là au niveau de l'esthétisme. Puis ils disent que ça, c'est pas bon parce que ça il dit, ça tue l'effervescence créative de l'émotion. Les jeunes n'ont plus aujourd'hui l'effervescence créative de l'émotion. Ils ont l'effervescence rébarbative, destructive de l'émotion. Mais ils n'ont pas l'essence... Comment est-ce qu'il dit ça? L'effervescence créative de l'émotion. Puis dans l'éducation, dans la croissance, il faut que tu en aies ça. Il faut que ça soit communiqué par des parents, il faut que ça soit communiqué par des profs, il faut que ça soit communiqué sur l'effervescence créative de l'émotion. Moi, ma fille est dans les arts. Puis elle me dit, c'est quoi le plus beau? J'ai dit, c'est quoi le pays que tu aimes le plus au monde? Elle dit, l'Italie. J'ai dit, pourquoi? Parce qu'elle dit, tu t'en vas là-bas, puis elle dit, c'est un musée, l'Italie. C'est un gros musée. Fait qu'elle dit, quand j'arrive là, quand j'arrive à Bologne, quand j'arrive à Rome, elle dit, même si je suis seule, elle dit, je peux pas m'ennuyer, parce qu'elle dit, je suis toujours en contact avec la beauté. Fait que c'est bon, elle dit, c'est bon pour mon moral. Fait que l'effervescence créative de l'émotion, c'est nécessaire pour les jeunes, puis l'éducation moderne a tué ça.
La vie moderne a tué ça. Puis c'est pour ça que les jeunes aujourd'hui se retrouvent dans des situations où ils sont découragés, ou se trouvent dans des situations où ils sont suicidaires, ou se trouvent dans des situations où ils ne voient pas d'ouverture. Parce que quand tu n'as pas l'effervescence créative de l'émotion, c'est difficile de chercher la beauté, c'est difficile de connecter la beauté, c'est difficile d'apprécier la beauté. Puis à ce moment-là, ben, tu crées une atmosphère généralisée dans ta conscience personnelle qui peut, dépendant de ta conscience personnelle ou de ta personnalité, qui peut t'amener à des états de dépression. Fait que la beauté, c'est bien important. Puis ils disent d'ailleurs, dans l'éducation des jeunes, le principe... Bon, si on regarde, par exemple, les anciennes écoles privées dans le temps, ou les écoles privées que tu te retrouves, par exemple, aux États-Unis, les écoles très chères qui sont fréquentées par l'élite, si tu veux, l'élite politique. Le code de la beauté, le code vestimentaire, le comportement social est toujours connecté à une forme de beauté, d'élégance ou d'harmonie à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que c'est des milieux qui sont privilégiés. Mais on l'a fait, ça, nous autres, il y a 40, 50 ans, ça, même dans nos milieux moins privilégiés, mais le choc culturel, le choc de la culture, le conflit des générations ont abattu ça. Puis il va falloir que les jeunes, nos enfants, reviennent à ça on their own, parce qu'ils ne pourront pas le trouver dans le public. Il va falloir qu'ils reviennent, qu'ils aillent le chercher on their own. Puis c'est difficile parce que il y a une masse critique négative présentement qui pèse sur la conscience sociale et qui fait en sorte que, surtout en Amérique, en Europe, c'est moins pire. En Europe, tu peux te promener à Barcelone, tu peux te promener à Rome, tu peux te promener en Angleterre, puis il y en a encore de la beauté, au moins, elle est maintenue dans l'architecture, au moins. Mais il y en a encore. Tu vas en Italie, les Italiens s'habillent, puis il y a encore de la beauté, il y a encore du vieux là-dedans. Par contre, nous autres, on est dans un processus de changement et de mobilité tellement rapide en Amérique qu'on vit ce choc-là, puis on en est pénalisé aussi. La beauté, c'est très, très important pour l'homme. Puis plus l'homme est sensible, mais plus c'est important parce que la beauté devient pour lui, il dit ça devient une façon pour lui de protéger son esprit contre la laideur à tous niveaux. Fait que tu t'en vas chez quelqu'un, tu visites sa maison, et par les meubles qu'il y a là, les œuvres d'art qu'il y a là, ou les tapis qu'il y a là, ou les jeux de couleurs qu'il y a là, tu connais la personnalité, tu connais l'individu. S'il est moindrement débalancé, c'est évident qu'il n'y aura pas d'ordre dans la maison. S'il est moindrement un petit peu ajusté, il va en avoir plus. S'il est réellement ajusté, il va en avoir plus. Puis si c'est réellement une personne qui est entreprenante en société, et ainsi de suite, qui a une sorte d'envergure sociale, il va en avoir encore plus. Fait que la beauté, c'est bien, bien important dans la vie de l'homme. Moi, j'ai rien contre la musique moderne, puis la musique, toutes les musiques. Seulement que je suis conscient qu'il y a certaines sortes de musiques qui abusent de l'innocence de la jeunesse. Ça abuse de l'innocence de la jeunesse. Ils viennent de faire un reportage, là, ils disent que le rap aux États-Unis, là, 80% des gens qui utilisent ou qui écoutent du rap, c'est des Blancs. C'est des Blancs. Ça veut dire que le Noir, lui, il a son rap, ça fait partie de sa culture, ça fait partie de son rythme, ça fait partie de sa nature, ça fait partie d'être lousse, ça fait partie d'être un peu anti-establishment parce qu'il a été amené d'Afrique là. Correct. Mais les Blancs le prennent, ça, leur reprennent le blanc, le rap, et ils s'en font une genre de plateforme recognitive pour les éléments rébarbatifs ou rébellions de leur conscience personnelle. Le jeune qui est allé en Afghanistan, là, il était dans le rap pendant des années, puis finalement, quand il est rentré dans de l'étude de l'islam, il a arrêté le rap parce que les islamistes sont anti-rap. Il a arrêté le rap, là, il est allé dans l'islam, puis il a fini en Afghanistan. Fait que, il n'y a pas de beauté dans le rap. Puis il n'y a pas de beauté, pourquoi? Parce qu'il y a trop de colère. Il y a trop de colère. Fait que si tu viens en colère et tu écoutes du rap, j'entends des fois des gars qui, dans leur char, le rap passe à travers les vitres. J'ai dit, tabarnak, tu vas me rendre ça où?
Là, je fais un gros sourire, puis pas qu'il me tire, tu sais. Puis t'écoutes ça toute la journée, là, puis ils sont capables d'en prendre. Fait que la beauté, ils disent, c'est bien essentiel, puis ils disent qu'il va falloir qu'on revienne un jour à amener la beauté dans le système d'enseignement, puis on n'est pas rendu là encore. Parce que la crise sociale n'est pas finie. Ça dure des 2, 3, 4 générations, ça. Oui. Tu as parlé tout à l'heure du suicide. Oui. La musique, ça peut amener à ça, etc. Ben, c'est parce que quand tu écoutes des musiques de même, surtout ceux qui écoutent ça à l'os, tu sais, comme ils peuvent pas vivre sans ça. Éventuellement, tu rouvres tes centres psychiques, puis éventuellement, il y a une entité qui rentre, puis éventuellement, mais l'entité take over. C'est de la possession. C'est ça qui est dangereux, cette musique-là, de certaines de ces musiques-là. Quand tu suicides, c'est toujours parce qu'il y a comme une force astrale. Tout le temps. Un homme ne se suicide pas. Tu es toujours amené au suicide. Tu es incité au suicide. Une question qui vient dans ma tête, là, Oui. c'est est-ce qu'un mort peut se suicider? Est-ce qu'un mort peut se suicider? Qu'est-ce que tu veux dire? Quand tu es vivant, Ouais. tu peux t'enlever ta vie physique, puis il te reste, mettons, ton corps astral, ton âme. Ouais. À ce temps que tu es mort, puis tu es rendu dans l'astral, tu n'as plus de corps physique. Ouais. Est-ce qu'une âme qui est dans l'astral Ouais. peut faire la même chose qu'un. Non, mais non. Un suicide, c'est la manipulation d'un plan vers un plan inférieur. L'âme ne peut pas se détruire. L'âme peut être détruite par d'autres plans, mais pas au niveau suicidaire. Une âme peut être détruite par d'autres plans, par exemple, si elle est tellement négative qu'elle ne peut pas être reconstituée en une unité de conscience évolutionnaire. Là, elles peuvent être détruites, puis ça, c'est fait dans des cas très, 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 très rares, puis ça demande des convocations au niveau des grandes instances systémiques pour le faire, parce que détruire une âme, ça équivaut à... Il dit ça équivaut à remettre en question le processus créatif. Puis ceux qui ont créé les âmes au début sont pas prêts à remettre en question le processus créatif parce que c'était des instances de très très haut niveau d'évolution. Fait que détruire un âme, là, c'est fait. Quand ils détruisent un âme, c'est parce que c'est bien nécessaire, puis c'est très grave, puis il n'y a rien à faire pour cette âme-là. Puis en général, quand c'est fait, ça demande des convocations au sommet qui durent des années. Puis quand je dis des années, là, je veux dire des milliers d'années, puis finalement, ils décident qu'ils vont détruire. Puis quand il y a des destructions d'âmes, il y a des destructions d'âmes, il y a des gros chocs au niveau matériel interplanétaire, puis tu as des mouvements de comètes là, qui sont lancés dans l'univers local, puis des planètes sont frappées par les comètes pour changer un peu le taux vibratoire de tout l'ordre cosmique sidéral. C'est des grosses patentes de destruction d'un âme. Grosse affaire. Détruire un corps physique, c'est moins grave que détruire un corps. Détruire un corps physique, il n'y a rien là. Détruire un corps physique, c'est fait à cause des autres âmes dans l'astral. C'est fait à cause des autres âmes dans l'astral. Le problème avec la destruction d'un corps physique, c'est que tu prends un âme, tu la ramènes dans l'astral au lieu d'amener à évoluer jusqu'à terme. Puis à ce moment-là, bien, ça retarde son évolution. Puis ça, c'est fait parce que celui qui run le show, l'ajusteur de pensée n'est pas assez évolué. Fait que pour lui, c'est autant pour lui un problème puis une défaite que pour celui qui vit l'expérience. Fait que le suicide, l'Église catholique a raison quand elle dit que le suicide, c'est un... Comment est-ce qu'ils disent ça dans le jargon spirituel? C'est un péché contre Dieu, contre l'esprit, je pense qu'ils disent. Puis effectivement... mais la chose que moi je veux faire savoir, c'est que un égo, ça ne se suicide pas. Quand tu es suicidé, c'est parce que tu es manipulé par l'astral. C'est important que les jeunes qui écoutent de la musique, qui écoutent des sortes de musique qui invitent à une connexion astrale, réalisent que s'ils sont moindrement débalancés, éventuellement, ils peuvent vivre ça, cette possession-là. Oui. Chaque individu a un ajusteur de pensée. L'âme est détruite, mais... Qu'est-ce qui arrive à l'ajusteur de pensée? Ils disent, quand un ajusteur de pensée, là, quand un homme est détruite, là, puis ça, on dirait qu'ils n'aiment pas ça, trop parler de ça, mais quand un homme est détruite, là, ils disent que c'est comme une ligne, c'est comme être chez Steinberg en ligne, là, puis
Puis tu arrives au bout de ta ligne, là, puis le gars, il dit, va en arrière. Puis il recommence. Fait que pour eux autres, là, des échelles de temps abominables, c'est abominable pour eux autres, la destruction d'une âme. Non, il ne peut pas être détruit, mais c'est comme s'il est obligé de retourner en arrière. Pardon? L'ajusteur de pensée? Ah oui, c'est sûr. Ouais. Ils n'ont pas de... Il dit, nous autres, on n'a rien à faire avec les âmes. Il dit, on les suit dans leur évolution, on est connectés à eux autres. Mais il semble dire que quand il y a une disconnexion, autrement dit, quand le cas où une âme est détruite, cet ajusteur de pensée-là, c'est comme... c'est abominable. La façon qu'il me parle dans ma tête, c'est comme s'ils sont obligés d'aller au début de tout. C'est comme s'ils recommenceraient leur évolution. C'est abominable pour eux. It's really fucking up. Ça n'arrive pas souvent, c'est un cas là, comme extraordinaire, comme Ah, ouais, ouais. Hitler, là. Hitler? Son âme a été détruite. Il est mort, il a été détruit. C'était comme... Ils disent qu'Hitler est en veilleuse. Il est en veilleuse, Hitler. Je connais pas de cas. Je connais pas de cas. Peut-être qu'il y a des âmes qui ont été détruites qui ne font même pas partie de notre évolution systémique. Il y a peut-être des âmes qui sont détruites sur d'autres plans, dans d'autres mondes. Mais là, si on rentre là-dedans, on ne sortira pas de site à soir. Mais pour eux autres, c'est une grosse patente. Ouais. Il dit même, on a parlé de ça. Il dit, pour eux autres, c'est... Oui. C'est les gouvernements, c'est les intelligences, c'est probablement des tribunaux de Melchisédek, là, parce que les Melchisédek ont un rôle. Les Melchisédek ont le pouvoir de juger, si tu veux, la valeur de certains événements dans l'évolution du cosmos. Puis c'est des êtres très évolués, puis c'est eux autres qui, quand ils prennent des décisions, mais ça a des grandes conséquences au niveau évolutionnaire. Comme prendre des décisions d'envoyer des âmes en incarnation sur la Terre, c'est des grosses décisions. Regarde ce que ça a fait. On est dans la map depuis ce temps-là. C'est des grosses décisions. Au niveau des terres, vous disiez, est-ce qu'un type comme lui a été servi pour, mettons, alors les États-Unis, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Donc, il y a eu un mandat, parce que là, ça a toujours eu. Bon, c'est sûr. C'est un initié noir, Hitler. Fait que, il avait ce job à faire. Puis il était inconscient. S'il avait été conscient d'être manipulé, Hitler, il aurait vu clair, mais il n'était pas conscient d'être manipulé, puis il s'est fait manipuler. Hitler est en contact avec le groupe de Crowley, puis quand il est en contact avec des groupes de magie noire, mais automatiquement, ta vibration est astralisée vite. Il est en contact avec des chlas tibétains, mais ça, eux autres aussi sont dans la magie noire, tu sais. Puis, quand tu es en contact avec des gens qui sont dans la magie noire, ben, c'est pas long qu'éventuellement tu vas être magnétisé au niveau de tes corps subtils. Ben, s'il avait été conscient, il ne serait même pas politique. Ça faisait partie de son incarnation, son mandat, sa programmation. Ça faisait partie du karma de la race. Ça faisait partie du karma juif. Est-ce qu'on peut dire qu'une personne comme Ben Laden, c'est un peu... Même chose. Même chose. Ouais. Même chose. Donc, on ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit, vu que ça fait un plus gros... ça, c'est télécommandé. Il dit, vous pouvez rien approcher à l'homme, mais vous pouvez évaluer l'homme. Tu évalues un homme comme étant éclairé ou pas éclairé. Pour moi, il n'est pas éclairé. Tu sais. Le reprocher, c'est le rendre responsable de ce qu'il a fait. Effectivement, il y a une sorte de responsabilité dans le sens que, vibratoirement, il était capable de recevoir et puis de recevoir des pensées comme ça. Fait que ça fait partie de son niveau d'évolution. Dans ce sens-là, il est responsable. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'un groupe d'hommes ensemble, on dit un conflit de travail, puis ils sont comme en contestation, ils deviennent complètement débiles. Puis quand ils rencontrent un sur un, on dirait que là, ils tiennent plus les mêmes propos, il y a juste plus pareil. Ils sont comme, on dirait que les foules ou les masses, c'est quoi le phénomène? Il dit, quand vous êtes plus que deux, il dit, vous êtes en société. 3, 4, pour eux autres, c'est de la société.
Puis il dit, quand vous êtes deux, il dit, vous êtes en évaluation. Fait que si le gars a une bonne vibration, c'est une bonne vibration. Mais aussitôt que vous êtes en société, là, c'est le phénomène du coq qui rentre en jeu. Moi, je l'ai vécu, ça, pendant 30 ans, ce phénomène-là. 30 ans. One-to-one, avec tel gars, pas de problème. Mais aussitôt que c'est le gars avec l'autre gars, c'est le bordel. Mais ça, c'est une affaire d'identité, c'est une affaire de respect qui n'est pas suffisamment développée. C'est de la conscience qui manque. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'un homme soit pas aussi centré dans ses énergies quand il est à 3 ou 4 ou 5 que quand il est à 2. Mais il se passe quelque chose à 3 ou 4. Puis ça, c'est évident. Fait que même tous les 100, 1000, 100 000, ça, comme ça. Regarde le phénomène islamique, là. Le phénomène de l'ego. C'est toujours le phénomène de l'ego. Ah. Ouais. Oui, si tu me dis, excusez, là, je parle de même, si tu me dis mange la marde, puis on est tout seul, bon, mais je suis capable d'évaluer ça. Je peux dire, bon, il me dit mange la marde parce qu'il me comprend pas, ou, fait que si je t'ai, ou il file pas, ou je peux dire, bon, s'il me comprend pas, je vais prendre ses idées, là, je vais descendre, puis je vais me mettre à son niveau, pour qu'il me comprenne, mais qu'il me comprenne, mais il va peut-être qu'il va pleurer, ou peut-être qu'il va dire, je m'excuse, whatever. Bon. Mais si on est trois, moi, toi, puis lui, puis tu me dis mange la marde, moi, je peux régler le problème avec toi tout seul, mais lui, il va rester avec l'impression que tu me dis mange la marde. Fait que là, mon ego, moi, c'est plus avec toi qu'il va dealer, là. Il va dealer avec le triangle. Si on est 4, là, je vais dealer avec lui après, puis dealer avec lui après. Puis c'est un petit peu de même que ça se passe au niveau subliminal. Entre moi et toi, on est capable de s'arranger en 10 minutes. Mais là, lui, il a entendu que toi, il te dit de moi, il mange la marde. Là, je vais être obligé de le revoir dans une autre journée. Moi et puis lui tout seul. On a réglé. C'est ça. C'est un petit peu ça qui se passe. Une bonne question. Avez-vous des questions? Oui. Allez. C'est ça que je n'aime pas parler à trois quand on parle avec une personne, c'est deux personnes, la troisième complicité là. Vous les moi, là, personnellement? J'ai-tu dit ça? Oui. Quand? Ben, ça fait parler avec un monsieur, là. Puis, ça revient, ça veut dire que ça t'entend avec quelqu'un. Mais ça dépend de quoi je parle. Tu sais, ça dépend que je parle. Mais si je parle avec vous, là, je parle avec vous. Tu sais. Vous allez vous parler, mais j'étais pas parler avec quelqu'un. Ah, oui, OK. Ah, c'est sûr. Je parle avec quelqu'un. Ouais, c'est sûr, parce que si je parle avec quelqu'un, vous rentrez dedans, là, vous avez coupé la vibration et ça qui se passe entre moi et lui. Dans ce sens-là. Je sais qu'il y a une raison. Oui, il y a une raison. Dans ce temps-là, on m'a dit, attendez, là, je vous parlerai tout à l'heure. C'est pas tellement moi, parce que si je parle avec quelqu'un, puis vous venez interférer, c'est pas tellement moi que ça va débarrasser, mais l'autre va dire, moi, laisse-moi en paix, là, Chris, ça fait 6 mois que j'essaie d'y parler, là. C'est un petit peu de même que ça. OK. Question? Oui, j'aime ça quand vous posez des questions. Ben, oui, allez. Y en a-tu d'autres qui ont des questions? Allez-y. Au niveau des channeling, en tout cas. Channeling? Je suis en train de lire des livres de Crillon, là. Ouais. Faites bien attention, hein? Faites bien. Vous, là. Il dit, intéressez-vous pas trop à ces affaires-là. Intéressez-vous pas. Parce qu'il dit, vous êtes trop naïf, puis vous allez développer la curiosité là-dedans, vous allez vous faire astraliser là-dedans. Prenez ça, l'ésotérisme, puis l'occultisme, là, prenez ça à gros grain. Gros grain. Ben gros grain. Ben gros grain. Ben gros grain. Oui. Oui, mon père est tripe sur la géométrie sacrée et les cristaux, tout ça. Ouais. Ça, c'est son expérience. Si je vous dis... La géométrie sacrée en tant que telle, c'est une science. La géométrie sacrée en tant que telle, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça dépend toujours où vous allez dans l'ésotérisme et les sciences occultes. Ça dépend comment vous allez. Ça dépend où vous allez. Ça dépend comment vous traitez avec ça. Ça dépend du niveau de sérieux que vous mettez là-dedans.
Ça dépend si ça débalance votre vie ou non. Ça dépend. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez dans la vie. Vous pouvez faire du satanisme si vous voulez dans la vie, du moment que ça ne débalance pas vos corps. Mais du monde qui font du satanisme sont très bien là-dedans, sont à l'aise comme ça, comme les gens qui font de la magie noire, de la magie blanche. Mais il y a d'autres niveaux après ça. Ça va plus loin que la polarité du bien puis du mal, puis du bout, du... Mais ça peut être utilisé d'une façon créative. Ça peut être utilisé d'une façon... Ça peut être utilisé pour l'amener à un niveau d'évolution spirituelle. Puis de l'autre côté, ça peut être utilisé pour ouvrir ses centres psychiques puis l'amener à des contacts avec l'astral, dépendant de sa nature. Ça dépend de lui, ça dépend de sa vibration, ça dépend de son âme à lui. Ça dépend de son être à lui. Ça dépend toujours de lui. Les sciences occultes, les sciences ésotériques, les sciences occultes, en soi, sont neutres. Mais nous autres, on n'est pas neutres par rapport à ces affaires-là. Donc, tu sais... Mais, ultimement, éventuellement, il faut que l'homme en arrive à être libre de ces affaires-là. Parce que je connais une personne qui utilise la pendule, là, étant le pendule pendant des années. Là, et c'était rendu qu'il était capable de prendre des décisions sans avoir son pendule. Ça, c'est des dépendances. Puis cette dépendance-là, c'est une dépendance astrale. Puis elle est en train de se débalancer au niveau de ses corps. Là. Elle est en train de tout fucker sa personnalité. Là. Un jour, j'ai dit, oublie ça le pendule. Là. Mais elle l'aimait son pendule. Puis finalement, quand elle est devenue assez malade, là, ben là, elle a laissé tomber le pendule. Fait que ça dépend des individus. Ça dépend toujours de vous autres. Ça, c'est une affaire de maturité, c'est une affaire de conscience personnelle. Moi, je suis capable de prendre des petites roches, ici, là, puis jeter ça sur la table, puis vous lire votre vie. Dans le fond, c'est pas des roches. Ça m'a déclenché, cette affaire-là. Fait que j'ai pas osé de me promener avec un sac de roches dans ma poche. Tu sais, il veut dire. Mais si je suis rendu que je suis obligé de me promener avec mon sac de roche dans ma poche, un jour, m'en les poches pesantes. Fait que, oui, monsieur? Contre la magie noire, est-ce qu'on a des pouvoirs pour se protéger contre ça? Ça dépend toujours de votre niveau de croyance. Si vous croyez que quelqu'un peut vous faire du mal, mais automatiquement, mais les forces astrales vont agir en fonction de ça, puis les probabilités vont s'ouvrir, puis vous allez dire, ah, il m'a fait quelque chose, il me l'avait dit que ça se passerait. Mais si vous êtes pas dans un framework de croyance à ce niveau-là, ben, il n'y a rien qui peut vous arriver. Moi, quand j'étais en Haïti, les Haïtiens faisaient de la magie noire contre moi. Ils faisaient du voodoo contre moi, puis ce que j'étais en train de montrer. Puis un jour, ils sont venus me voir, ils ont dit, Monsieur Bernard, on peut rien faire comme vous, votre esprit est trop fort. Moi, j'ai dit, tant mieux, allez-vous-en. Bye, ils sont partis. Tu sais, fait que là, j'ai commencé, là, même je me rappelle, j'avais invité des troupes de voodoo à venir au club faire leur danse, ainsi de suite, parce que c'était tout pour les touristes. Puis finalement, les Haïtiens ont commencé à faire la même chose. Fait que là, ils ont commencé à inviter des troupes de voodoo, là, dans leur club en Haïti, un petit peu partout, parce que ça attirait les touristes. Fait que c'est parti d'un blanc, ça, imagine-toi les choses. Fait que j'étais pas trop énervé par la magie noire. Vous allez dire, ben ça fonctionne-tu la magie noire? Y a-t-il des gens qui ont des pouvoirs de magie noire? Toujours en fonction de votre capacité de croire. Si vous croyez à ce moment-là, vous créez ce que j'appelle oui, il dit, vous créez des zones d'attraction au niveau du corps astral, parce que le corps astral, c'est comme un genre de radar, ça. Puis l'autre bord, ils peuvent voir, fait que là, ils connectent avec ça, puis là, ils rouvent, puis ils mettent en vibration. Puis c'est comme ça qu'éventuellement, il y a des forces spirituelles qui vont engendrer dans votre propre champ d'énergie des conséquences, des événements. Mais ça dépend toujours encore du phénomène de croyance. C'est très dangereux de croire. Croire, c'est anti-conscience. C'est très dangereux de croire. Avec la magie noire, puis les gens qui croyaient à ça, Santorino, tout ça, mais ça découle de ça.
Moi, je connais du monde qui ont peur de la magie noire, puis ils croient à la magie noire, les poupées, là, avec les patentes, puis tout. Ils croient. Ils se font prendre. Mais si tu crois pas à ça, il n'y a rien qui se passe. Oui. Est-ce que les gens qui prennent la drogue sont plus vulnérables à la croyance, malgré leur volonté? Est-ce que ça peut détruire une certaine volonté d'esprit pour les empêcher d'être envahis par cette drogue qui La drogue, ça ouvre les sens. La drogue, ça ouvre les sens. Si tu me demandais qu'est-ce que c'est que j'ai contre la drogue, c'est que ça ouvre les sens. Comme ça ouvre les sens, ça vous met techniquement en contact avec l'astral. Puis si vous êtes moindrement débalancé ou débalançable, la drogue, pour vous autres, en tant qu'individu, c'est très négatif. C'est quel pourcentage que ça détruit la beauté dans une société? La drogue? Ils disent que la drogue, les origines du mouvement de la drogue au niveau des plans sur la Terre, c'est totalement satanique. Le phénomène de la drogue, son origine occulte, c'est satanique. Les plans qui s'occupent du mouvement de la drogue, de la gestion de la drogue, l'idéologie de la drogue, la manipulation psychologique des gens qui sont dans la drogue, qui font attraper avec la drogue sur la Terre, ça fait partie des forces sataniques. La drogue, c'est satanique. Incluant le marijuana? Tout ce qui appauvrit l'esprit de l'homme. Alors le marijuana appauvrit l'esprit de l'homme. Ils disent n'importe quoi qui appauvrit l'esprit de l'homme. Comme avec ça serait du coke. Si tu bois 15 caisses de coke par semaine, c'est une drogue. Ce qui appauvrit l'esprit de l'homme, oui. Ça fait à peu près, je sais pas moi, 20 ans là, que je suis des séminaires et tout, là. Et on entend toujours parler que les morts se nourrissent de nos émotions. Oui. Est-ce qu'on a des émotions négatives, exemple la peur, la crainte, etc. Oui. Comment est-ce qu'on peut visualiser ça? Parce que je pensais l'autre fois, où je dialoguais avec mon double, là. C'était comme, comment est-ce qu'eux autres, dans leur niveau astral, ils peuvent intégrer notre énergie? Parce que ça fait 20 ans, moi j'en entends parler, puis j'essayais de me figurer visuellement, là, c'est comme, il arrive quelque chose, tu vois un chien, tu as peur, tu perds de l'énergie par ton plexus solaire, si tu veux. Comment est-ce qu'un mort qui peut t'avoir fait rencontrer le chien qui est au-dessus de toi ou quelque chose comme ça, peut intégrer cette énergie-là dans lui, au niveau de son âme? C'est parce qu'ils voient, eux autres. Un mort, autrement dit, les gens, quand un homme a une entité spirituelle, l'entité spirituelle avouée, autrement dit, voir nos énergies pour eux autres, voir nos émotions, voir nos pensées, c'est comme nous autres voir dans la matière. C'est un scanner. Fait qu'ils voient. Quand t'as peur, ils le voient. Quand tu réagis d'une certaine façon à un événement, ils le voient. Puis ça, pour eux autres, ça les nourrit parce qu'ils se servent de cette vibration-là pour avoir l'impression de vivre. Fait qu'ils vivent à travers nous autres. Fait qu'un homme qui vibre pas de crainte ou un homme qui vibre pas de ci ou que il se passe rien pour eux autres. Fait qu'ils ne voient rien. Tandis qu'un homme qui vibre toutes sortes de choses, il voit. Fait qu'on devient comme un radar. Puis il spot tout. Mais l'énergie que nous autres qu'on a qui se dégage quand on vit une peur, là, c'est une perte d'énergie pour nous autres au niveau vital, mettons. Ouais, mais il y a des peurs normales, il y a des peurs qui sont anormales. Les peurs qui sont anormales, c'est les peurs psychologiques. Les peurs qui font partie d'un débalancement du corps émotionnel lié à une conscience égoïque qui est instable, ainsi de suite. Mais les deux doivent nourrir cette entité-là. Ça nourrit toujours l'entité. Mais au moins, il y a des peurs qui sont normales. Mais si ça nourrit, c'est comme un phénomène de l'ingestion, si tu veux, là. Oui. Comment eux autres peuvent l'absorber, cette énergie-là? Mais ça leur donne l'impression de vivre. Tu vas voir un mort, là. Je le ferai avec toi un jour, ça, cette expérience-là. Je ferai un contact avec les clients. Mais tu prends un mort, là. Non, disons que toi, tu es ici, puis tu as un mort qui est en astral. Puis là, il se passe quelque chose, ici, au niveau de ta vie, au niveau d'une émotion. Lui, il enregistre. Quand il enregistre ça, la mort, il est capable d'utiliser cette énergie-là pour se propulser puis aller à une place qu'il veut. Fait que si la mort, lui, se trouve sur un plan qui est trop bas, puis il voudrait aller changer de plan, pas nécessairement en vertical, mais en horizontal quelque part ailleurs, parce que pour aller en vertical, il faut qu'il y ait une permission d'en haut. Okay. Mais un mort peut se déplacer en horizontal. S'il veut se déplacer en horizontal, supposons par exemple que l'âme est poignée d'une bouteille de coke.
Si l'âme est dans une bouteille de coke au pied d'un arbre, puis elle veut sortir de la bouteille de coke, elle est capable de voir ton énergie, puis ton énergie va être utilisée pour se sortir de la bouteille de coke, puis aller finir s'asseoir sur une roche, là. C'est son fio. C'est ça. Fait que s'il était dans la bouteille de coke pendant 200 ans, il n'a plein le cul, fait qu'un jour, quand il va avoir la chance là, de sortir de ça, là, il va prendre ton énergie puis il va se propulser avec ça. Les morts se propulsent avec notre énergie. Puis c'est pour ça que les morts sont très, très contents de parler à l'homme, placoter à l'homme. Puis quand ils nous placotent en général, quand ils ne sont pas évolués, ils nous placotent négativement. Puis quand c'est des êtres plus évolués sur des plans plus avancés, ben on a des pensées un petit peu plus spirituelles. Mais c'est encore des pensées spirituelles pareil. Les morts se nourrissent toujours des vivants, qu'ils soient sur le bas astral ou dans le haut astral. Les morts cessent de se nourrir de l'homme quand le contact entre l'homme et eux autres est brisé, puis ça veut dire contact avec l'ajusteur de pensée. Oui? Comment on peut faire pour différencier le contact? C'est l'ajusteur de pensée ou c'est l'astral? Ah, occupez-vous pas de ça. Ce qui est intelligent, c'est intelligent. Fait que si c'est intelligent, c'est intelligent. Quand c'est pas intelligent, tu t'en occupes pas. Oui, monsieur? Ce phénomène-là, y a-t-il des ressemblances avec le cinéma? Quel phénomène? Moi d'aujourd'hui, le fait de voir les films, puis c'est comme tu vas avoir l'énergie, tu vas vivre comme à travers ce que tu vas voir. Je vous assure que si vous allez voir, comment ça s'appelait celui qui faisait du karaté, Lee? Si vous allez voir un film de Bruce Lee, vous sortez du cinéma, le gars qui passe à côté de vous, il est mieux de ne pas vous baver. Parce que si vous bavez, vous allez être imprégné de la vibration de Bruce Lee au cinéma, puis il risque d'avoir un petit accent. Autrement dit, pour expliquer un principe, là, autrement dit, les énergies, ça se communique. On est très influençable. Puis quand tu sors d'un film de Bruce Lee, on dirait que tu te sens un petit peu plus Bruce Lee toi-même. Tu vas voir un film de Schwarzenegger, tu es un petit peu plus Schwarzenegger. La fille qui va voir un film de Madame de Pompadour, c'est un petit peu plus Pompadour. C'est ça fait partie des énergies astrales parce que ça colore notre conscience astrale. Puis c'est pour ça que le monde aime le cinéma, parce que le monde s'identifie avec le cinéma. Fait que tu ailles voir un film de Bruce Lee, tu aimes bien Bruce Lee, tu trouves qu'il était très bon, ça c'est une chose, mais que tu sortes du cinéma, puis que tu donnes un coup de poing tout de suite à quelqu'un qui vient te donner un coup de poing ou qui vient te frapper par inadvertance, à ce moment-là, c'est pas la bonne solution. On est très influençable. Plus on est jeune, plus on est influençable. C'est un petit peu même ça marche. Mais je peux te dire, moi, quand je vais voir un bon film de Bruce Lee, là, bon, c'est une joke. Oui. Est-ce qu'on peut dire à la bouteille de coke de s'en aller? Il faut absolument l'endurer à notre insu. Si on se rend compte que... Quand vous êtes en communication astrale? Ben, c'est ça qui nous va de l'énergie. Mais quand vous êtes en communication avec les plans, vous ne savez pas ce qui se passe, ces plans. Vous ne connaissez pas la position physique, géographique de ces entités-là. Il faut parler avec eux autres. T'sais. Quand vous parlez avec eux autres, vous saurez ce qu'ils font, puis à ce moment-là, vous pourrez les déplacer, puis éventuellement couper le contact, puis éventuellement avoir contact avec votre propre source. Bon, ça fait partie de l'évolution de l'homme. Puis après ça, vous n'avez pas besoin de vous occuper de ça. Oui, c'est parce que je vous explique le culte de ça. Là. Mais, oui. Là, tu fais le lien qui est en phase de création, en phase créative. C'est normal qu'il doute tout le temps de ses actions. Qui doute tout le temps de quoi? Il doute de ses actions. Oui, mais douter de vos actions, ça fait partie du fait que vous êtes pas assez centrique. Puis la centricité, bien, ça fait partie de l'évolution de l'ego, ça fait partie du développement de la conscience, ça fait partie de la neutralisation des émotions sur le corps mental. Ça, c'est votre expérience personnelle. Puis un autre, c'est d'autres choses, effectivement. Pas avoir de doute, c'est merveilleux dans la vie. Parce que quand tu n'as plus de doute, qu'est-ce qui arrive quand tu n'as plus de doute? Quand tu n'as plus de doute, tu n'as plus d'autorité. Fait que tu deviens l'autorité. C'est intéressant quand tu n'as plus de doute. Fait que si t'es créatif, t'es créatif full pin. Si vous regardez les gens qui sont très, très créatifs, quand vous les rencontrez, c'est comme des engins. Ils ont des engins. Ils peuvent déplacer mer et terre. Puis, ça, c'est une diminution du doute. Merveilleux, pas avoir de doute. Puis c'est très dur de ne pas avoir de doute. C'est une évolution. Faut prendre conscience de l'astral en soi, toute la manipulation, parce que l'être, c'est un homme, l'être humain est extrêmement manipulé.
Ça fait quoi, 30 ans là, qu'on prend conscience que l'homme est un être manipulé au niveau occulte? Là? Fait qu'imaginez-vous que c'est tout un raccordement, puis c'est toute une nouvelle échéance dans l'évolution de l'homme. Mais une fois qu'on est libre de ça, ben, on n'a plus le doute. Quand on n'a plus le doute, on est bien. Tu fonctionnes, tu fais ton affaire. Oui, monsieur. Donc le doute et la croyance, les deux, c'est une forme de manipulation. Le doute et la croyance font tous les deux parties de la manipulation. Ouais. Quelqu'un qui croit, il va avoir du doute, ça c'est sûr. Regarde les curés, les mystiques, ils ont eu le doute. Ils ont cru en Dieu, puis ils ont cru en Dieu, puis encore il y avait le doute d'être des grands saints, puis ils se flagellaient. Puis plus ils se flagellaient, plus les guidons apparaissaient sur l'écran mental. C'était abominable. T'sais. Fait que moi, je vais vous conter une histoire. Ben, ça, faut pas le dire à personne. Mais je devrais pas vous le dire. OK, je vais vous le dire, mais je ne mettrai pas de nom. Je connais une personne très proche qui est allée dans pas un couvent, mais dans un monastère en France. Un monastère très, très connu d'ailleurs. Puis la personne est allée dans ce monastère-là, puis elle est allée là parce que une autre personne que je connais, qui était en contact avec le chef du monastère, l'avait invité à y aller. Fait qu'elle est allée au monastère, puis quand elle est allée au monastère, ben, elle a dit « Je suis telle personne », puis on m'a envoyé vous rencontrer. Fait qu'elle a eu le Royal Treatment. Ils l'ont emmené tout partout dans le monastère, manger avec les moines, puis tout. Visiter les caves, montant. Puis enfin, dans tout le pèlerinage, celui dans le monastère, celui qui était à la tête du monastère, qui est un monastère très, très reconnu en France, très important, il l'a invité dans sa chambre. Puis rendu dans sa chambre, il a montré la chambre, le petit lit, comment est-ce que c'est des petites cellules fermées, tout. Fait qu'elle est rentrée dedans, puis c'est à côté, elle n'avait pas d'idée pantoute d'autre chose. Tu sais, quand tu rentres dans une chambre d'un moine, tu es supposé d'être clean, cut, tu sais. Mais non, là, il voulait lui donner un petit billet. Là, le moine, là, c'était plus un moine, c'était rendu un moineau. Là, il voulait un petit billet, et ainsi de suite. Fait que là, la femme, parce qu'elle avait beaucoup de self-control, elle a réussi à s'expliquer de ça, puis être polie, puis diplomate. Mais elle l'a fait savoir à la personne extérieure à Paris qui l'avait envoyé là. Puis elle a dit, tu devrais checker ça, parce que je suis sûr qu'il le fait avec d'autres femmes. Puis effectivement, ils l'ont testé, le moineau. Ils ont envoyé une autre femme au même monastère, puis quand elle est rendue en haut, elle était rendue en haut dans la chambre, il voulait un autre petit billet. Fait que ça veut dire quoi, ça? Pourquoi j'ai dit ça, cette affaire-là? Je suis parti de quoi avec ça? Les croyances. Le doute, la croyance. Le doute, la croyance. Le mysticisme, puis tout, là, tu sais. Fait que c'est dur. Fait que je suis sûr que c'est très pénible pour cet homme-là de vivre ces expériences-là quand des femmes viennent voir ou simplement observer ces grands monastères-là. Ils doivent vivre des tiraillements de conscience abominables, tiraillés entre le doute et la croyance. Fait que c'est très dur. Il dit croyable, il y a la doute. Ouais, tout à pas, elle. Laisse-moi dire qu'elle tout à pas. Elle savait ce qui se passait. Mais c'est dur, c'est dur. Donc, je sympathise pour ces âmes-là, mais c'est des âmes, ça fait partie de leur karma, ça fait partie de la souffrance de l'âme. C'est des grandes souffrances. Tu as eu des mystiques au Moyen-Âge qui se sont flagellés, qui se sont quasiment rendus malades, qui se sont quasiment tués physiquement. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tiraillés entre le doute et la croyance. C'est des grandes souffrances. Rappelez-vous, quand vous étiez jeune, vous aviez 12 ans, puis vous aviez à décider si vous étiez pour rester dans la région catholique ou sortir, ou si vous étiez pour faire votre communion le dimanche ou non, ou manger l'hostie parce que vous aviez faim ou non, puis la craquer, tu sais, avec la, tu sais. Pour pas que tu craques dans ce temps-là, tu craquais l'hostie, t'étais fait pour le restant de la semaine, tandis qu'aujourd'hui, t'en mangerais tant que t'as faim, tu sais. Fait que c'est bien tough, c'est bien dur. La vie, c'est bien dur. C'est pour ça que l'ignorance, c'est très grave. Moi, quand j'ai vécu le contact en 69, j'ai dit jusqu'à quel point on est ignorant. Ils ont dit absolument. Absolument. Fait que ça m'a donné un choc. Un choc. Absolument. On peut savoir votre contact, ça s'est passé comment, dans quel contact? Non, pas bon, je n'ai pas besoin de ça. Ça arrive comment? Ben, c'est arrivé comme un poil sans soupe. Une minute, j'étais normal, puis une autre minute, j'étais pas normal. Une minute, j'avais une belle mémoire, j'avais une personnalité normale, j'allais à l'université, j'ai étudié les sciences. Puis une autre minute, j'étais parti pour
Pas pour la gloire, mais... Ça m'a pris des années pour m'ajuster. Des années, puis des années, puis des années. Là, je commence à avoir l'air normal. Bon, ça fait peut-être 10-15 ans, je suis normal. C'est eux. C'est pour ça que vous prenez saisir ça va là. Toutes les autoristes. Puis il y a des autoristes qui n'est pas pire. Vous voulez lire des bons livres, lisez, moi, d'aller lire des bons livres, lisez des livres de Krishnamurti. Lisez Krishnamurti, lisez Rudolf Steiner. Krishnamurti. Ça, Krishnamurti, pas de problème. Lisez ça. Lisez-les toutes, si vous voulez. Lisez Krishnamurti. Bon, à ce moment-là, si vous êtes naïf, allez pas vous planter avec des affaires, là. Lisez Krishnamurti. Ça, c'est un grand bonhomme, ça. Steiner, c'est un grand bonhomme. Il y a des grands hommes sur la Terre qui ont écrit des grands œuvres. Mais quand rentrez pas trop dans l'ésotérisme. Stay away from that. Channeling, c'est dangereux. Parce que tu sais, premièrement, tu n'as pas le contrôle. Quand tu fais du channeling, il faut que tu contrôles. Puis ça ne devrait pas être du channeling, ça devrait être de la télépathie. Si tu n'es pas capable de contrôler le channeling, c'est ça. C'est ça. Fait que là, tu te mets sur la vibration de quelqu'un d'autre, là. Je te dis que il y en a un qui m'envoie des emails là, depuis quelque temps. Là, il voudrait que je parle de telle affaire, là. Puis il est pogné avec ça, là. Protégez-vous. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous lisez des belles choses, mais lisez Krishnamurti. Quand vous aurez fini avec ça, vous en aurez là. Protégez votre esprit. Plus vous êtes naïf, plus vous devez rester. Si vous aviez l'esprit critique, là, je dirais, ben, lisez n'importe quoi. Vous avez l'esprit critique. Bon. Il y a du monde qui a un esprit critique naturel. J'ai rencontré un de mes chums hier là, qui est venu chez nous, là, c'est un sociologiste, l'esprit critique, ça, il est né là-dedans. Il est pire que Descartes. Fait que un gars de même, t'embarques pas ça s'embarque pas, ça. C'est simple, ils peuvent lire n'importe quoi, ça. Mais nous autres, quand on est trop spirituel, puis qu'on n'est pas capable de s'affirmer, puis qu'on a une grande histoire personnelle de nos accomplissements, puis ça nous fatigue, il faut qu'on prenne saisir. Protégez-vous. Lisez Krishnamurti. Quand vous aurez fini avec la ressource, vous en allez là. Oui? Dans quelle mesure est-ce que l'astral est responsable des oppositions qu'on a? L'astral, ça fait partie des oppositions dans la vie. Ça fait partie des oppositions dans la vie. Ça fait partie de notre programmation. C'est connecté à nos mémoires. Puis, ça fait partie de ça. Oui? Donc, quand je vais mourir, je vais dans l'astral. Ça va être ma job de faire chier les gens qui sont ici. C'est pas que ça va être votre job. C'est que quand vous retournez dans l'astral, vous êtes régi par des lois qui sont locales, qui sont systémiques, qui font partie de l'évolution de certains systèmes. Puis, quand vous êtes là, oui, vous êtes plus ce que vous étiez ici, vous n'avez plus la personnalité que vous aviez ici, vous n'avez plus d'ego, vous êtes d'autres choses, vous êtes simplement mémoire. Puis à ce moment-là, bien, vous allez faire ce que vous avez à faire. Mais ça va être une connexion quelque part avec un humain sur le plan matériel. Puis ça a toujours été le même. Puis c'est pour ça que d'ailleurs qu'il y a des lois karmiques. C'est ça, les lois karmiques. Mais avec le temps, l'évolution, la descente, l'incarnation de la matière, l'âme éventuellement reste connecté à l'ajusteur de pensée. Fait que finalement, quand tu meurs, au lieu d'aller en astral, tu vas en conscience morontienne. Ce problème-là, tu ne l'as plus. Tu perds plus ton identité. Parce que les morts peuvent pas... Le problème avec les morts, c'est qu'ils ne sont pas intelligents. Donc un mort, c'est jamais intelligent. C'est de la mémoire, un mort. Puis il est mémoire. C'est pour ça que les morts, souvent, quand ils meurent, ils ne réalisent même pas qu'ils sont morts. Il y en a qui sont poignés près de la terre, il y en a qui sont un petit peu plus haut, ils sont un petit peu plus loin. Il y en a, tu leur dis, bon, ben, t'es mort, là, puis ils ne croient pas qu'ils sont morts. Surtout quand ils viennent de mourir dans des accidents, là. Ils se pensent encore ici. Fait que mourir, c'est un terme qu'on ne devrait jamais utiliser, ça. On devrait dire, on change de plan. Tu changes de plan. Il y a trop de connotations émotionnelles dans le mot mourir. Puis les morts, ils ont une job à faire. C'est leur job. Il y a des morts qui aident les vivants positivement, comme tu as des morts qui aident les vivants négativement. Comment est-ce qu'elle s'appelle Rosemary Brown? Elle vient de mourir en Angleterre à 87 ans, là.
Elle se faisait visiter par Chopin, Beethoven, Mozart, puis ils écrivaient de la musique à travers elle. Ils continuent leur job, ils sont contents. Non. Non. Ils vont peut-être se réincarner éventuellement, pas de suite. Bon. Fait qu'on sait le phénomène de la mort. Pour connaître les morts, il faut parler avec eux autres. Quand tu parles avec eux autres, c'est le fun, c'est intéressant. Là, tu vois réellement, là, t'avouer la game. Puis, ça fait partie de leur réalité. Mais si tu n'avoues pas la game, ils ne te le diront pas. Mais si tu avoues, ils vont dire, ouais, t'as raison. Mais si tu n'avoues pas la game, tu ne sais pas la game, parce que tu n'as pas de contact avec un plan plus avancé, mais à ce moment-là, ben, ils te le diront jamais parce que c'est leur power. C'est leur puissance, c'est leur raison d'être, c'est leur... Ils aiment ça, la catégorie. Prends-toi un Ouija board, là, puis tu vois que ça va partir tout de suite. Mais de là, il faut abaser ta vie sur ce qu'ils disent, là, c'est un autre pays de manche. Ils vont t'en donner un petit peu pour t'accrocher, puis après ça, c'est de la manipulation. Ça, c'est sur des plans normaux. Quand tu tombes sur des plans réellement là, de basse vibration, là, tu tombes dans le satanique, le systémique. Là, c'est du stop. Oui? Non, tu veux parler de quelque chose, là, comme Brown a parlé avec Chopin, Beethoven, etc. Ça, c'est des êtres qui sont morts, mettons, je sais pas, il y a 200 ans, exemple. Le flash que j'ai, c'est y a-tu un temps minimum qu'il faut que tu restes de l'autre bord? Parce que c'est quelqu'un qui se réincarne, je sais pas, moi, 5 ans après avoir être mort, ou c'est impossible, là, c'est toujours des grandes périodes avant de se réincarner? Ça dépend des individus. Ça dépend des plans de vie qu'ils ont. Si Chopin et Beethoven sont... Se réincarner trop vite, c'est pas bon. Se réincarner trop vite, c'est un manque d'expérience. Quand tu arrives au bord, tu devrais rester là au moins pour 700-800 ans. Fait que 700-800 ans, tu peux te faire un plan comme du monde, il y a beaucoup de changements au niveau de la Terre, et ainsi de suite. Fait que quand tu te réincarnes, tu peux te réincarner dans des conditions qui favorisent ton incarnation. Si tu manques d'expérience, tu te réincarnes trop vite, à ce moment-là, tu peux avoir des gros problèmes. Une femme, par exemple, qui se réincarne trop vite dans un corps physique, ben là, tu vas avoir un phénomène d'homosexualité. C'est ça de l'homosexualité. Fait que le gars, il a une mémoire de femme. Pourquoi? Parce qu'elle s'est réincarnée trop vite, parce qu'elle n'avait pas l'expérience. C'est pas bon de se réincarner trop vite. Mais ça, c'est une affaire d'évolution, c'est une affaire d'expérience. Il y a des âmes qui sont plus mûres que d'autres. Il y a des âmes qui sont moins mûres que d'autres. Y aurait-tu un délai minimum, là, comme mécanique, là, tu sais, comme qui fait que c'est impossible, par exemple, de s'incarner 10 ans après être décédé, ou c'est le short, là? Ouais. Ils disent que la réincarnation la plus rapide qu'ils connaissent, c'est 2 minutes. 2 minutes, là. Ouais, tu meurs, tu reviens tout de suite. Ouais. C'est pas dans ce sens-là. Ils veulent pas en parler de ça. Ils n'aiment pas ça parler de ça. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils n'aiment pas ça parler de ça. Pardon? Quel genre d'âme qui arrive à faire ça? Mais ils veulent pas en parler. Peut-être d'une autre fois, ils vont en parler, mais là, ils veulent pas en parler. Ils veulent pas en parler parce qu'il y a des affaires qu'ils veulent pas ouvrir, parce qu'ils veulent pas que je sache, puis parce qu'ils veulent pas que je sois préjudice par rapport à telle affaire. S'ils me disent, bon, un homme qui se réincarne après 2 minutes, ça se réincarne dans telle condition, moi, ici, je vais regarder les conditions, puis je peux devenir préjudicié. Ils veulent pas que l'information qu'ils nous donnent préjudice notre comportement ou notre relation ou notre évaluation des âmes. Là, ils me donnent un petit exemple. Ils veulent pas, puis après ça, ils veulent. Il dit que ce sera possible qu'un clone soit le résultat d'une incarnation short. Si jamais il y a des clones, puis il va en avoir éventuellement, là, les clones seraient le produit d'incarnation, autrement dit, ils seraient alimentés par des âmes qui venaient de mourir puis se réincarner. Ça veut dire que ça a des grosses conséquences au niveau planétaire. Ça veut dire qu'il n'y aura pas eu de plan de vie créé pour l'incarnation. Ça veut dire que l'incarnation, elle serait sous la vibration de l'ancien plan de vie. Fait que ça veut dire que techniquement, au niveau cosmique, ça serait une régression dans le temps. Fait que c'est grave.